خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول الفنلاوين والسلام عليكم. سامحوني شويه اليوم, excusez-moi mesdames et messieurs, je suis un peu malade. J'ai chopé une grippe en cette fin d'année 2025, une année très fatigante et épuisante, et cette fin d'année je ressens absolument une certaine je sais pas comment l'appeler ça, une saturation. Mon esprit commence à être saturé par les événements de plus en plus éreintants de l'actualité algérienne. Mais c'est pas grave, nous nous battrons jusqu'au bout pour terminer avec vous en beauté cette année, avec toujours l'effort consenti pour vous fournir des informations fiables, recoupées et analysées sur la base d'un travail sérieux et rigoureux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui a longtemps alimenté les fantasmes dans l'imaginaire algérien. Dans l'imaginaire algérien, on pense qu'avoir la double nationalité, notamment la nationalité française et algérienne, est une forme de protection quasi absolue ou un gilet anti-balles contre les coups de la Hogra et les abus de pouvoir en Algérie. C'était peut-être le cas il y a de cela quelques années, je dirais même il y a de cela quelques décennies. Il s'avère que beaucoup d'Algériens qui sont binationaux, qui sont détenteurs de la nationalité française comme la nationalité algérienne, n'ont pas pu profiter de leur nationalité algérienne pour se protéger ou pour être protégés contre l'arbitraire dont ils ont été victimes en Algérie. Il y a eu le cas Boualem Sansal qui est un cas symptomatique. Boualem Sansal, il a été libéré, il a été fait l'objet d'un bras de fer diplomatique et géopolitique entre l'Algérie et la France. Boualem Sansal qui a bénéficié comment dirais-je, d'une médiatisation, d'une mobilisation générale et internationale, mais surtout d'une mobilisation générale de la classe politique française, de la classe médiatique, de tout l'ensemble des appareils médiatiques français. Boualem Sansal qui a été naturalisé, qu'au cours de l'année 2024 a été certes libéré et remis en liberté grâce à pas la grâce d'une grâce présidentielle, mais il y avait d'abord le lobbying et l'intervention de l'Allemagne. Clairement, si on fait avec un peu de recul, si les autorités allemandes n'avaient pas intervenu pour négocier directement avec Abdelmajid Tebboune la libération de Boualem Sansal, et pour obtenir de la part d'Abdelmajid, c'est l'Allemagne qui a réussi à obtenir auprès d'Abdelmajid Tebboune la libération de Boualem Sansal. Ce n'est pas la France d'Emmanuel Macron, ce ne sont pas les autorités françaises. Et depuis l'affaire Boualem Sansal, beaucoup ont été frappés, ont été indignés, choqués, impressionnés, chacun selon sa tendance, selon sa sensibilité, selon son idéologie, mais nous avons tous été quelque part bousculés par cette vérité qui avait éclaté, qu'avoir une deuxième nationalité ça donnait de la valeur. Ça donnait de la valeur, ça donnait de la considération et ça donne de l'importance à un individu. Par contre, quand on est uniquement algérien, on est écrasé, on est réprimé. D'ailleurs, Boualem Sansal a été remis en liberté, mais depuis, mis à part l'historien Mohamed Lamine Belghit, aucun détenu politique, aucun détenu d'opinion en Algérie n'a été libéré. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous titulaires que de la nationalité algérienne. Il y avait un cas précédent avant Boualem Sansal, c'était Amir Abouraoui. Mais Amir Abouraoui, en février 2023, alors que les autorités algériennes faisaient pression sur les autorités tunisiennes qui avaient procédé à l'arrestation d'Amir Abouraoui pour récupérer, pour extrader Amir Abouraoui depuis la Tunisie vers l'Algérie, les autorités françaises étaient intervenues pour la récupérer, pour la secourir et pour lui permettre de quitter la Tunisie en toute sécurité, pour l'exfiltrer, comme l'avait accusé à l'époque les autorités algériennes, et pour lui permettre de s'installer en France, elle qui était titulaire de la deuxième nationalité française, nationalité qu'elle avait héritée lors de son premier mariage avec un binational. Mais mis à part ces deux cas ultra médiatisés, qui avait abouti à une fin heureuse, à un dénouement heureux, puisque Amir Abouraoui, elle vit en toute sécurité, elle est protégée en France et elle bénéficie, elle jouit de ses droits civiques et publics et individuels, de ses libertés publiques et individuelles. Le cas de Boualem Sansal qui a un dénouement heureux parce qu'il est devenu une star mondiale et il a été récupéré par un avion officiel de l'armée de l'air allemande, de l'Allemagne, la plus grande puissance européenne et l'une des 7 puissances économiques les plus riches et les plus puissantes et rayonnantes de la planète est intervenue en sa faveur. Mais à part ces deux cas-là, encore une fois, qui ont connu un dénouement heureux, il y a énormément de franco-algériens et de binationaux qui ont connu un sort très sinistre et pour lesquels les autorités françaises ou les autorités des autres pays européens n'ont quasiment rien fait. Je dis bien, n'ont quasiment rien fait.
par exemple, de 2023 à 2025, il y avait pas mal de détenus d'opinion en Algérie, de détenus politiques qui étaient des binationaux et qui n'ont jamais été défendus et qui n'ont jamais été médiatisés et qui n'ont jamais bénéficié ou fait l'objet d'une mobilisation médiatique ou politique en France et pour lesquels et qui n'ont jamais été secourus. Je dis voilà la vérité, qui n'ont jamais été secourus par les autorités françaises. Par exemple, il y a un professeur de danse franco-algérien, Omar Aïtihia, qui avait été arrêté au cours de l'année 2024 et incarcéré en prison en avril 2024. Il y avait et qui était accusé d'appartenance à une organisation terroriste en raison de ses liens avec le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il y avait l'activiste algérienne, franco-algérienne Jamila Bentouis, qui a été condamnée par le tribunal d'Al-Baïda à 2 ans de prison ferme au cours de l'année 2024. C'était entre avril et juin 2024. Elle avait défrayé la chronique alors qu'elle était âgée de plus de 60 ans. Elle était venue en Algérie pour assister à l'enterrement de son père. C'était au mois de mars 2024 pour être beaucoup plus précis. Il y avait d'autres cas comme ça. Il y avait le cas, par exemple, c'est des cas beaucoup moins connus. Pourquoi? Parce que les médias français, comme il n'y a pas de médias en Algérie, les médias en Algérie ont été totalement domestiqués, ont été totalement et sont totalement censurés ou soumis à un dispositif de contrôle et de censure très sévère et très strict, où les journalistes eux-mêmes risquent de finir en prison s'ils publient des articles très critiques et préjudiciables à l'agenda du régime ou à ses intérêts ou à son image ou à sa réputation. Mais il n'en demeure pas moins que les médias français ou les dirigeants français ou l'ambassade de France à Alger n'a pas bougé le petit doigt, en tout cas n'a pas bougé le petit doigt officiellement. Peut-être qu'il y a eu des prises de contact, du lobbying dans les coulisses, mais qui n'a pas été très efficace. Par exemple, le cas d'un autre réalisateur franco-algérien qui s'appelle Hossein Rejala, qui a été bloqué en Algérie entre 2023 jusqu'à 2025, et son passeport lui a été confisqué par les autorités algériennes. Les cas d'Algériennes et d'Algériens titulaires de la double nationalité sont très nombreux. Surtout des Algériens d'origine kabyle qui avaient la double nationalité et parce qu'ils avaient un lien de parenté avec des responsables du MAC ou parce qu'ils avaient participé à une activité politique ou à une activité culturelle ou à une activité festive à côté des responsables du MAC, souvent, quand ils arrivent en Algérie, ils sont emmerdés, arrêtés, interpellés, auditionnés, questionnés, par la suite même emprisonnés. Il y a encore, je suis sûr, des détenus politiques qui ont la double nationalité en Algérie et dont personne ne parle. On parle beaucoup de Christophe Glaise et de Boualem Sassal, mais il y a beaucoup de franco-algériens parce que leurs familles ne se mobilisent pas, parce que souvent, on l'a remarqué ces 2 dernières années, notamment comme dans l'affaire de Christophe Glaise, les autorités françaises elles-mêmes font preuve d'une discrétion quasi absolue et adoptent le mutisme et préfèrent intervenir ou négocier des solutions au cas de ressortissants français emprisonnés en Algérie à travers des négociations directes ou indirectes, mais sans faire beaucoup de fracas, sans faire beaucoup de bruit, parce qu'ils ont compris que Abdelmajid Tebboune était un nerveux, était très colérique, était très susceptible, et il fallait le ménager, et que c'est quelqu'un qui peut instrumentaliser, qui peut rapidement se venger, prendre sa revanche, et qui peut être vraiment très, très méchant en prenant en otage des ressortissants étrangers, des ressortissants français notamment, quand il y a un problème direct avec les autorités françaises. Donc, être franco-algérien, ça ne signifie pas réellement, comme c'était le cas avant, même s'il y a eu le cas de Boualem Sassal et de Amir El-Boulaoui, ce n'est pas du tout une forme de protection. Ce n'est pas du tout un gage de protection, de liberté ou un gage de sécurité quand on est face à l'arbitraire du pouvoir algérien. Nous avons découvert au cours de notre enquête qu'il y avait déjà avant, parce que les cas que je vous cite, c'était les cas d'après 2019, avec l'installation d'un régime autoritaire en Algérie, très liberticide, un régime qui pratique une politique ouvertement d'affrontement avec les autorités françaises. Quelquefois, en tout cas, si ce n'est pas l'affrontement, c'est une forme d'instabilité permanente avec la France. Quelquefois, la France est un partenaire important, on va la choyer. Le lendemain, ça devient l'ennemi historique qu'il faut combattre, qu'il faut diaboliser. Mais même avant 2019, même quand il y avait le régime Bouteflika, il y a eu des cas de franco-algériens ou de binationaux qui étaient opprimés ou victimes de graves menaces en Algérie et pour lesquels les autorités françaises n'avaient pas bougé le petit doigt. Nous avons découvert par exemple que dans l'affaire du couple Bouslama, l'affaire de chantage, de racket
et donc de tentative d'assassinat par empoisonnement que nous révélons, c'est la grande enquête d'Algérie Part que nous avons révélée depuis le mois de novembre 2025, depuis la mi-novembre, ça fait plus de 1 mois que nous travaillons sur cette affaire. L'une des victimes dans ce scandale est une femme franco-algérienne, Madame Bouslama, qui a été empoisonnée à Alger et qui a été victime d'une tentative d'assassinat. Qui est l'épouse de Monsieur Beni Bouslama. Je pense que vous avez été, d'ailleurs je vous remercie, vous avez été nombreuses et nombreux à suivre notre interview avec l'investisseur Mehdi Bouslama qui nous a raconté son histoire dans une première partie concernant tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi comme injustice, comme abus de pouvoir qui ont totalement détruit sa vie et la vie de sa famille. L'interview a été publiée de cela 48 heures. La première partie, la voilà, c'était donc le 21 décembre dernier, 48 heures, intitulée Corruption, chantage et empoisonnement, notre rencontre avec l'investisseur Mehdi Bouslama. Je rappelle brièvement les faits. Mehdi Bouslama est un ancien fonctionnaire de l'État algérien qui a travaillé pour de nombreuses institutions de l'État, qui a été même élu à la mairie de Bouzaria, qui a dirigé même le club de football local de Bouzaria. Il est issu d'une famille connue à Alger. Il s'était lancé dans les affaires juste à la fin des années 80, au début des années 90, et il s'était marié avec Nawal Qara, qui est devenue son épouse Nawal Qara Bouslama, et tous les deux, ils ont créé le groupe BMI, qui a prospéré durant les années 90 en Algérie dans l'impression bancaire, la fabrication des bons de trésor, des bons de caisse, des chèques et des cartes bancaires pour de nombreux établissements bancaires publics algériens et des banques étrangères comme la BNP et la Société Générale. Par la suite, grâce à cette réussite, les deux couples ont créé une fondation, une association qui s'appelle la Fondation nationale pour l'industrie algérienne, la FINA, la fondation de l'industrie nationale en Algérie, la FINA, et ils ont créé aussi une filiale dans l'immobilier qui a commencé à lancer des projets immobiliers importants, et c'est là où ils ont eu le malheur de rencontrer sur leur chemin des militaires représentant le ministère de la Défense nationale, qui dirigeaient un très ténébreux bureau d'études qui s'appelle le bureau d'études Ouyahia, avec lequel ils devaient travailler pour construire 1432 logements à Boudoueb dans la wilaya de Boumerdes. Ça, c'était fin 2013, mais ce projet immobilier qui devait booster encore davantage les activités du groupe BMI et de sa filiale immobilière Housing Company Immobilier, c'est ça? Housing Company Immobilier, si je ne me trompe pas, on en a déjà parlé dans nos précédentes enquêtes. On a même montré les documents dans cette affaire, rappelez-vous. Et bien, ce projet immobilier qui devait être une opportunité en or, s'est avéré être à la fin un cadeau empoisonné au sens propre comme au sens figuré du terme. Puisque le couple Bouslama, il y avait une femme qui parlait au nom du ministère de la Défense nationale, qui leur a demandé un pot de vin de 2 millions d'euros à payer sur un compte dans un compte offshore à Dubaï ou à verser en dinars en Algérie, sinon le groupe BMI serait bloqué, interdit de continuer de développer encore son projet avec le ministère de la Défense nationale. Les Bouslama dénoncent le chantage, dénoncent cette tentative de racket, luttent lutte au nom d'intégrité morale et refusent la corruption. Leur vie devient un cauchemar puisque le ministère de la Défense nationale va se retourner contre eux. La banque Knep Bank va saisir leur terrain et va leur infliger des pénalités. Ensuite, leur groupe va être démantelé, détruit et saboté. Et leur vie va devenir, encore une fois, je le dis, un véritable cauchemar, puisque la femme Madame Bouslama Qara Bouslama a été empoisonnée. Là, on a tenté de l'assassiner par l'empoisonnement. Son mari, on lui a fait une affaire en prison. On a voulu le condamner pour 1 année de prison ferme dans une affaire où il était uniquement témoin. Mais par la suite, les juges ont décidé de l'inculper et de lui porter le chapeau d'une affaire de corruption dont il est lui-même victime et dans laquelle n'a joué aucun rôle. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Nous luttons avec beaucoup d'acharnement contre nos états grippaux, contre cette grippe maudite qui essaie de nous gâcher cette fin d'année. Donc,
Par la suite, M. Bouslema est devenu gravement malade. Il a sombré dans une maladie assez grave parce qu'il a été traumatisé et profondément blessé par les injustices qui lui ont été infligées dans son propre pays. Lui qui était cadre de l'État, enfant des institutions publiques, qui a refusé la corruption, qui a refusé de cautionner la corruption quand il a travaillé pour le stade olympique de Saint-Juillet ou pour l'Office national des droits d'auteur, et quand il était commissaire de police, lui qui a refusé de fuir l'Algérie durant la décennie noire pour rester dans le pays, contribuer à la lutte contre le terrorisme, en contribuant au développement économique du pays et au renforcement de ses capacités de lutte contre le terrorisme, en essayant de créer de la valeur ajoutée, de la richesse sur le territoire algérien, sur le territoire national. Il se retrouve donc malheureusement racketté, menacé, intimidé, dépouillé par la suite par les autorités algériennes et sa femme victime d'une tentative d'assassinat. Ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, dans le cadre de cette affaire terrible, franchement c'est l'une des enquêtes journalistiques que nous menons dans des conditions très difficiles parce qu'elle est jusqu'à preuve du contraire, hein. J'ai travaillé sur pas mal d'affaires scabreuses, mais l'affaire de la famille Bouslema, pour moi, c'est l'affaire la plus déconcertante. Il y a de la corruption, il y a le chantage, il y a l'assassinat, il y a le ministère de la Défense nationale, il y a l'ombre de plusieurs généraux puissants du pays qui placent sur cette affaire, il y a la passivité, l'indifférence des autorités algériennes, la complicité même supposée supposée de plusieurs autres institutions de l'État algérien comme la présidence de la République. C'est une affaire digne d'un feuilleton ou d'une série Netflix que nous explorons de jour en jour. Mais nous avons découvert que les autorités françaises sont quelque part aussi responsables, je dis bien entre guillemets responsables du malheur de cette famille Bouslema. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que Madame Bouslema, l'épouse de M. Mehdi Bouslema que vous avez vu dans l'émission du 21 décembre dernier, Nawal Qara Bouslema est une franco-algérienne. Elle était aussi française. Elle a grandi en France. Elle a fait ses études en France, dans le sud dans les provinces du sud de la France. Et elle s'est formée en France. Elle a fait toute son instruction en France. Et elle s'est lancée dans le monde des affaires et dans le monde du business depuis la France. Madame Bouslema, elle avait saisi l'ambassade d'Algérie bien avant son empoisonnement. Dès qu'elle a commencé à subir des pressions, dès qu'elle avait commencé à avoir peur pour sa vie, dès qu'elle a commencé à recevoir des menaces de mort, elle a adressé une correspondance et nous avons obtenu le document qui le démontre. Voici le document, signé par elle-même. Qara Nawel, c'est son nom de jeune fille. Son nom d'épouse, c'est Qara Nawel, Madame Bouslema. Qara Nawel Bouslema, directrice générale du groupe BMI Group. Elle a écrit le 23 octobre 2017 à son Excellence l'ambassadeur de France en Algérie, en sa qualité de ressortissante française. Elle était ressortissante algérienne, mais ressortissante française. Voilà ce qu'elle a dit. J'ai le regret de vous informer que suite à mes appels d'urgence auprès de votre chancellerie en 2015 et 2016, concernant les oppressions et intimidations des autorités algériennes qui continuent à mon égard et celle de ma famille, durant 11 années, et dont le paroxysme de gravité a été atteint avec le ministère de la Défense, d'une plainte et dossiers transmis à la justice algérienne pour abus de pouvoir, chantage et corruption. Les intimidations n'ont pas cessé depuis tout est bloquant, gelant et asphyxiant tous mes investissements et activités professionnelles, sociales et mes biens privés par des méthodes infâmes et illégales. Le silence des autorités algériennes, des autorités institutions algériennes, à mes nombreuses enquêtes et le non-respect du ministère de la Défense nationale en ne répondant pas aux injonctions de la justice démontrent l'esprit malveillant et hors-la-loi de ce régime politique qui vous laisse sous-entendre l'intention d'assassinat en cas de résistance à défendre ses droits. Il n'y a pas de mort accidentelle dans ce genre de situation sensible. Et je me dois de protéger ma famille de l'état de non-droit et de l'oppression de ce régime politique mafieux en sollicitant votre soutien et ceux des organisations des droits de l'homme. Dans l'espoir de votre soutien, je vous prie d'agréer, Excellence, ma plus haute et sincère considération. C'était en octobre 2017. Quelques jours plus tard, Madame Nawel Bouslema
Qara Bouslama a été victime d'un empoisonnement dans un cabinet dentaire à Alger et elle n'a eu la vie sauve, elle a été, c'est une véritable miraculeuse, elle a été sauvée in extremis après avoir été transférée en urgence en France où des médecins français et par la suite nous apprenons aussi que même des médecins suisses ont réalisé des interventions urgentes pour lui appliquer des soins intensifs afin de sauver sa vie d'une tentative d'empoisonnement au cyanure. D'une tentative d'empoisonnement au cyanure, c'est-à-dire on a voulu l'assassiner. Elle a écrit à l'ambassadeur de France le 23 octobre 2017 pour lui demander de l'aide. Elle se disait dans son document qu'elle avait peur d'être assassinée en Algérie, qu'elle recevait des menaces de mort. Pourquoi? Parce qu'elle et son époux ont refusé de remettre un pot de vin, de verser un pot de vin de 2 millions d'euros à des responsables du ministère de la Défense nationale, qui ont désigné une femme appelée Hayat Ould Yahya, qui dirigeait un ténébreux bureau d'études qui par la suite a totalement disparu, bureau d'études Ould Yahya, et qui les a rackettés, qui leur a dit vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas lancer des projets immobiliers avec le ministère de la Défense nationale en Algérie si vous ne payez pas ce pot de vin de 2 millions d'euros à verser sur un compte à Dubaï ou à verser en espèces en Algérie. Et Mehdi Bouslama et Nawal Bouslama, durant 3 ans, ils ont déposé plainte, ils ont fait intervenir un colonel du DRS, ils ont rencontré à plusieurs reprises le général-major Zalor Dahmani, le directeur, le puissant patron du département de l'action sociale du ministère de la Défense nationale, ils ont saisi la justice militaire, ils ont saisi la justice civile, et à la fin, personne n'a voulu les protéger. Au contraire, on a saisi leurs biens, on s'est attaqué à leurs biens privés, on a voulu saisir tous leurs biens privés et leurs biens professionnels, et le groupe BMI qui était un groupe qui pesait quand même, dont les actifs pesaient une 40aine de millions d'euros, et qui avait un potentiel de croissance qui aurait pu lui permettre de dépasser en termes de valeur, ces actifs auraient pu être valorisés à plus de 50 millions d'euros à court terme. Ce groupe a disparu, s'est effondré. Il ne pouvait ni faire les activités et de la filière immobilière ont été gelées et suspendues, les activités de l'impression bancaire ont été gelées et suspendues. Et la famille Bouslama a tout perdu. Et elle a failli même perdre sa vie. L'ambassade de France n'a pas réagi. L'ambassade de France en 2017 n'a pas réagi. Et Madame Nawal Bouslama, Qara Bouslama, en sa qualité de franco-algérienne, donc elle est française, elle a grandi en Algérie. D'après nos vérifications, elle est venue à l'âge de 2 ans en France. Elle a grandi en France et elle a fait toute sa scolarité, toutes ses études d'enseignement supérieur, toute sa vie de jeune fille en France. Et elle a la nationalité française depuis sa tendre enfance. Elle ne s'est pas contentée d'alerter et de demander l'aide ou de demander l'assistance de l'ambassade de France à Alger, puisqu'elle s'est adressée à des hauts responsables français. Par exemple, dans ce courrier, elle s'est adressée à un député des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, c'est la région de Marseille, un certain Éric Diard. Donc elle l'avait sollicité pour que ce député intervienne en sa faveur et sensibilise les autorités françaises sur la nécessité impérieuse d'intervenir pour protéger cette ressortissante française aussi, elle est binationale mais elle est française et algérienne, qui faisait l'objet de menaces de mort et qui a été même victime de tentative d'assassinat par empoisonnement à Alger. Voilà, Éric Diard, il a écrit le 4 juin 2018 au préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui s'appelait à l'époque M. Olivier de Mazières, en lui disant « Monsieur le préfet de police, permettez-moi de vous alerter sur la situation de la famille Qara et de leur ami Jamel Bouda, tous représentés par Madame Nawal Qara. Cette ressortissante franco-algérienne est arrivée à Marseille en provenance d'Alger le 8 novembre dernier, à la suite de graves problèmes supposément rencontrés sur place. Madame Qara me rapporte qu'à la suite de dénonciations effectuées par elle-même concernant des abus de pouvoir et corruption, elle aurait été victime d'une tentative d'empoisonnement au début du mois d'octobre 2017. Au cours de soins dentaires, une plainte a été déposée auprès de la justice algérienne, mais également auprès du tribunal d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est à côté c'est pas loin, c'est une ville universitaire, une charmante ville, importante ville située à côté de Marseille. Madame Qara souhaiterait prouver l'empoisonnement dont elle aurait été victime par une analyse sanguine appropriée, qui serait soumise à une décision de justice préalable. Madame Qara m'indique crainte pour sa vie et me rapporte une détérioration rapide de son état de santé.
Voilà, je vous serai reconnaissant de bien vouloir porter une attention bienveillante à ce dossier et de bien vouloir m'informer des suites que vous envisagez de lui donner, dans le respect des règles et des procédures en vigueur. C'est le député Éric Diard. Voilà, avec sa signature et le document, et nous l'avons récupéré. Le même député, le 24 mai, ça c'était le 4 juin, le 24 mai 2018, il avait écrit au sous-préfet, au responsable de la sous-préfecture d'Istres, à monsieur Jean-Marc Sénateur. La même chose, même courrier, etc. Il parle de dénonciations effectuées concernant les abus de pouvoir et de corruption dont ont été victimes Nawal Qarabouslama et sa famille, et qu'elle craint pour sa vie, qu'elle voudrait donc déposer plainte. Elle voudrait que la justice française enquête sur les menaces de mort ou son tentative d'assassinat qui ont été perpétrées à son encontre sur le sol algérien. Ça, le document. Je ne parle pas en dans le vent. La même chose. Elle a écrit à des élus, elle a écrit à des maires, à des députés, à des sénateurs, et la franco-algérienne Nawal Qarabouslama a fini par déposer plainte. Elle a déposé plainte auprès du procureur de la République, près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Elle a raconté tous les faits, tout ce qu'elle avait subi, etc. Avec la plainte, nous avons obtenu une copie de la plainte. La date, c'était le 6 décembre 2017, par son avocat, maître Laurent Martin, avocat à la cour. Voilà, la plainte raconte très bien comment la société du groupe BMI International a des activités diverses allant de la promotion immobilière à la communication. Dans le cadre de ces activités, le groupe BMI International entretenait des échanges réguliers avec l'administration de l'État algérien, à l'occasion notamment de la réalisation d'un programme immobilier pour le compte du ministère de la Défense algérien. Donc toute l'histoire que nous vous avons racontée, elle est décrite dans elle est décrite dans cette plainte. Madame Bouslama ni Qara Nawel indique avoir fait l'objet de différentes pressions, de multiples tentatives de corruption dans le cadre de ces marchés d'État. Nonobstant, la plaignante refusera avec énergie toutes les tentatives de corruption dont elle sera la cible. En réponse à son intègre comportement, la plaignante verra étonnamment les différents projets de marché public décrochés, gelés et suspendus pour cause obscure. Elle a déposé plainte, ensuite elle raconte comment elle a été victime d'une tentative d'empoisonnement et comment elle craint pour sa vie. Sa plainte, selon nos investigations, n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Donc vous avez, tous ces documents sont là. C'est-à-dire, s'il y a des médias ou des journalistes français ou des confrères ou des consoeurs qui veulent s'intéresser à cette affaire, nous serons heureux de partager tous nos documents avec eux. Les autorités françaises, force est de constater, n'ont pas bougé le petit doigt. Et pourtant, elle est franco-algérienne. Pourquoi les autorités françaises n'ont pas bougé le petit doigt? On ne le sait pas. Nous, on essaiera de le comprendre prochainement. Est-ce que les autorités judiciaires et sécuritaires françaises ont estimé que les faits se sont déroulés en Algérie, alors que c'est à la justice algérienne d'assumer tout ce qui s'est passé? Mais ça reste une ressortissante française. L'ambassade de France aurait pu faire pression sur les autorités algériennes pour au moins l'ouverture d'une enquête. Qui a voulu tuer cette femme d'affaires? Qui a voulu la tuer? Qui a voulu lui ôter la vie? Juste parce qu'elle n'a pas voulu payer et verser des pots de vin. Qui est derrière cet assassinat? Qui a des motivations politiques, cette tentative d'assassinat? Au moins l'ambassade de France, si les faits se sont déroulés en Algérie, la France dispose d'une ambassade, qui est la plus grande des ambassades. La plus grande chancellerie étrangère en Algérie, c'est l'ambassade de France. Et qui n'a rien fait pour protéger sa citoyenne, pour au moins lui porter assistance. L'attitude de la France, encore une fois, face au régime algérien, que ce soit à l'époque de Bouteflika comme à l'époque de Tebboune, elle soulève des interrogations, elle intrigue, elle questionne, elle interpelle.